Bienvenue tous à ce premier rendez-vous d'une série de conférences sur des personnalités qui étaient très très importantes pour l'histoire de la conservation, de la restauration du film, du cinéma, sein de la FIAF et aussi de dehors. C'est que l'histoire du cinéma et de la conservation est aussi une histoire de personnalité, et il y en a beaucoup de personnalités extraordinaires, cachées, complexes et très très intéressantes à rencontrer. Nous commençons avec Marie Epstein, et c'est Émilie Coquille de la Cinémathèque française et Marie Frappa, historienne de cinéma, qui va faire rencontrer Marie Epstein. Je crois en salle, il y a aussi des personnes qui ont même connu Marie Epstein. Et peut-être s'il y a un moment, on peut leur demander aussi leur mémoire, leur reconnaissance. Alors, je donne la parole à Émilie et Marie. Oui, Marie Epstein. Elle est aussi un peu, elle nous ressemble un peu à nous. Et merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être venus. La concurrence était rude ce matin. Beaucoup de séances, beaucoup de films à voir. Merci d'être venus. Il fallait bien une Marie pour parler de Marie Epstein. Donc ça va être une conférence à deux voix. Il nous semblait très important à la Cinémathèque de couper un petit peu en deux ce temps de parole. Je vais m'occuper en premier lieu de faire un portrait, de dresser beaucoup de questions en fait, de lancer quelques petits fils rouges. Et puis après, en second temps, Marie Frappa, donc historienne du cinéma, vous dressera un propos beaucoup plus scientifique et notamment posera aussi des questions sur qu'est-ce que restaurer dans les années 50-60. Donc c'est qu'en fait, Marie Epstein a beaucoup travaillé. Un petit peu ironiquement, j'aurais voulu vous montrer des photos d'elle au repos. Donc j'ai choisi ces deux-là pour commencer. Car dans le fond incroyable de photographies personnelles conservées à la Cinémathèque française, il y a des images tout à fait inédites. Et j'aimais beaucoup ces deux images qui ont été prises dans les années 30, où Marie Epstein se repose. Donc comme je vous disais, l'idée de cette conférence est en 2016 de recenser, de dresser un portrait, une esquisse de carrière, de tenter un processus d'individuation de Marie Epstein, mais un petit peu au-delà des gender studies qui ont pu être menés depuis les années 70, de proposer un peu une chronologie multifacette, car elle a beaucoup finalement de cordes à son arc. Donc quand on tente de tracer son portrait au travers de témoignages de quelques-uns de ses contemporains, Marie Epstein apparaît comme quelqu'un avant tout de paradoxal. Marina Vladi nous confiera dans un entretien que c'était une petite souris qui aimait les chats. Donc je vous montre là un Polaroid des années 1985. Alberto Del Fabro, programmateur à la Cinémathèque, qui a fait carrière de 1978 à 2011, nous dira « Une sœur castratrice qui a consacré sa vie à faire connaître le cinéma de son frère. Le dos en miettes, cassé en deux, elle portait des copies de films. » Là, les deux, Marie et Jean Epstein dans les années 50. Et enfin Jean Rouch, président de la Cinémathèque, que je n'ai pas interviewé malheureusement, mais il a des archives et des témoignages de sa part, écrira dans un programme en 91 en hommage à Jean Epstein. Elle s'excusa comme toujours de ne pouvoir rester que 10 minutes, mais elle resta plus d'1 heure pour dire tout ce que nous ne savions pas. Donc ce que nous savons de Marie Epstein. Elle est née en Pologne en 1899, d'un père français et d'une mère polonaise, dans un milieu bourgeois. La famille Epstein est convertie au catholicisme dès le XIXe siècle. Elle naît 2 ans après son frère, Jean Epstein, que l'on a souvent pris pour son mari. D'ailleurs, c'est comme, entre parenthèses, c'est comme si ce nom Epstein, finalement, ne lui avait été donné que par alliance, que par mariage. On en reviendra. En ce qui concerne la vie intime de Marie Epstein, on ne sait quasiment rien. Je n'ai que des questions à poser. Elle fait des études secondaires à Fribourg. Elle a suivi son frère à Lyon, elle a suivi son frère à Paris, dans les salles de cinéma plutôt qu'en cours. Je pense pour ma part qu'elle a peut-être fait des études de sténo, comme c'était largement à l'habitude à cette époque-là pour les femmes, et vu son tempérament à prendre des notes, à faire des rapports, à rédiger, à taper, il est fort probable qu'elle ait passé un diplôme de sténographie.
Elle emménage avec son frère à Viroflay en 26, et puis après la guerre, boulevard Montparnasse. Finalement, c'est que pendant la guerre qu'ils seront séparés, Jean et Marie Epstein. Lui sera à Lyon, elle sera à Vichy. En ce qui concerne sa vie amoureuse, on ne sait rien, si c'est une vie pleine d'amis. IE. Ce qu'on sait un petit peu plus fermement, c'est un point de départ. C'est le point de départ de sa vie professionnelle de cinéaste. En 1922, Jean Epstein et Marie Epstein font la rencontre décisive de Germaine Dulac à Nice. Ils assistent tous les deux au tournage de La Belle Dame sans merci. Et ils rencontrent aussi Blaise Cendrars et Abel Gance durant le tournage de La Roue à Saint-Gervais. Vous avez là un document tout à fait remarquable qui est un champ contre champ. En fait, Cendrars et Epstein se sont filmés l'un et l'autre. Donc ce sont des rencontres simultanées. Elle restera amie avec Abel Gance longtemps. Vous voyez là donc Abel Gance, Marie Epstein et Bernard Martinan, qui est dans la salle. C'est en 65 à Chaillot, lors d'une soirée hommage à Jean Epstein, durant laquelle sera projetée La glace à trois faces et L'or des mers. En 1923, Marie Epstein écrit son premier scénario, un texte à la Maupassant. C'est l'histoire cynique et cruelle d'un musicien dépendant au jeu d'argent, un violoniste, qui assure ses mains puis se les blesse volontairement pour toucher de l'argent. Ça s'appelle Les mains qui meurent. Elle le soumet à Abel Gance, qui le trouve formidable, mais ne l'adaptera pas. Et sur ses conseils, elle participe au premier concours organisé par Pathé, qu'elle remporte, le 20 décembre 1923. Une autre rencontre importante, c'est Benoît Lévy. En 1922, Jean Epstein tourne son premier film, Pasteur, pour l'édition française cinématographique de Jean-Benoît Lévy. On lit aussi que c'est parce que Jean Epstein venait de signer un contrat chez Pathé qu'il répondit en 1924 à Benoît Lévy « Prenez donc ma sœur ». Ainsi commence leur collaboration. Ils vont faire ensemble 3 films muets et 7 films parlants. À noter 2 études très intéressantes sur la collaboration Benoît Lévy et Epstein, qui ont été les principales ressources pour établir ce portrait. C'est évidemment le livre de Sandy Flitterman Lewis, pionnière des Women's Studies. Le livre s'appelle To Desire Differently, Feminism and French Cinema, qui a été publié en 1996. Et aussi plus récemment, la recherche menée par l'historienne Valérie Vigneault en français, publiée aux presses de la FRHC en 2007, Jean-Benoît Lévy ou Le corps comme utopie. Marie Epstein est une personnalité discrète. C'est une travailleuse, comme je l'ai dit. Vous la voyez ici dans une apparition dans Pasteur, de son frère, une petite couseuse. Et là, comme une travailleuse soviétique, dans le film de 10 minutes, court-métrage réalisé par Jean Herman, il s'agissait en fait de Jean Vautrin, réalisé en 1962, Ruth Courcelles, qui s'appelle La Cinémathèque française, qui est un portrait complètement excentrique de Courcelles et de ses équipes. On voit Marie Epstein très furtivement passer des films sur une table. Donc, je pense que la personnalité finalement de Marie Epstein, c'est une cheville ouvrière. Le mot ouvrière est important si l'on considère qu'elle a été monteuse de nombreux projets. Et c'est souvent le nom aussi, l'attribution que lui a donné ses collaborateurs. C'est une travailleuse du cinéma et elle était au service de plusieurs patrons. Ces patrons, c'était donc son frère Jean Epstein, Henri Langlois ou Benoît Lévy. Finalement, ces 30 années à la Cinémathèque auraient pu être présentées concrètement comme coller physiquement des bouts de pellicule, expérimenter des machines, trancher, assembler des archives, confectionner une filmographie et assurer la visibilité de l'œuvre de son frère, mais aussi la sienne. Les restaurations ne sont pas signées. C'est parfois en qualité d'assistante technique qu'elle apparaît, comme dans les films de montage lumière de Marc Allégret en 1968. Marie Epstein n'est pas conservatrice, pas archiviste, mais elle est chargée du service technique. Elle se dénomme elle-même cinéaste. Le premier à l'avoir nommée ainsi est Henri Fescourt, dans son ouvrage La foi et les montagnes, le 7e art au passé, en 1959. Je vous ai mis là une citation d'un entretien inédit. Il s'agit d'un dossier d'une candidate pour la FEMIS, réalisé dans les années 90, en 91 exactement. Marie Epstein a alors quasiment 90 ans. La candidate n'est pas retenue, il y a une correspondance, Marie Epstein s'excuse, elle dit ne pas être un sujet suffisamment intéressant, mais elle ajoute quand même à la fin de sa phrase « Je vous aurais mis 20 sur 20 ». C'est un paradoxe encore une fois.
L'entretien inédit est très intéressant. Je vous lis un extrait où elle parle de sa profession. Quelle profession? Eh bien, cinéaste quand même. Je me suis occupée de cinéma. J'ai fait 2 ou 3 scénarios. J'ai collaboré à une dizaine de films avec Jean-Benoît Lévy. Ensuite, à la Cinémathèque, je me suis tout de même occupée de cinéma, de remontage, de retirage des anciens films. Alors je ne vois pas d'autre terme que cinéaste. Pour moi, reconstituer des films anciens m'intéressait énormément. J'ai aimé me mettre au service du cinéma. Lorsqu'on fait ce travail, ce n'est pas sa propre gloire, ni son propre renom qu'on recherche, mais l'intérêt général du cinéma. C'est vrai que je ne me mets jamais en avant. Si les gens ne veulent pas me voir, qu'est-ce que je peux y faire? Pour assumer entièrement la responsabilité d'un film, moi je n'aurais pas été capable, je n'aurais pas eu la force. Madame Dulac, elle, c'était une maîtresse femme. Je n'ai jamais eu l'envie d'assumer entièrement un film. Il faut avoir le souci de la réalisation matérielle, de la comptabilité, c'est des qualités que je n'ai pas, et puis c'est tout. En ce qui concerne les génériques de films co-réalisés avec Benoît Lévy, le nom de Marie Epstein est présent. Sur certaines copies, il est simplement oublié ou effacé. Mais pour ne pas faire fausse route, il y a quand même des citations qui subsistent. En 1946, lors d'un entretien avec Musidora, juste après la guerre, Jean Epstein dira « Ma sœur faisait surtout la partie artistique du film de Benoît Lévy, et lui s'occupait de la partie administrative. » Une autre citation venant directement de Marie Epstein, toujours à peu près dans les mêmes périodes, c'est-à-dire en 91, à la quasiment fin de sa vie. Certes, une femme seule peut créer une œuvre complète, il y a trop d'exemples célèbres pour les citer, mais une collaboration entre un homme et une femme peut réunir des qualités complémentaires. Et cette collaboration est plus fréquente qu'on ne le croit. Combien d'hommes célèbres ont avoué dans l'intimité « Je n'aurais pas fait ça sans elle ». Elle, seulement, elle, reste le plus souvent dans l'ombre et s'en contente. Ce n'est pas mon cas. Jean-Benoît Lévy, qui a réalisé seul des centaines de films industriels, scientifiques, chirurgicaux, a fait appel à une femme pour conter de simples histoires humaines. Il a toujours voulu que nous signions, à égalité de caractère, les films que nous faisions ensemble. Adaptation et réalisation de Jean-Benoît Lévy et Marie Epstein. Cela répond à toutes les questions de gens bien intentionnés qui veulent toujours dépioter une collaboration et savoir qui a fait ci, qui a fait ça. Nous sommes donc 2 à avoir fait ci et ça, le bon et le moins bon, et vous le présentons à plus de 50 ans de distance en comptant sur votre indulgence et sympathie. Donc, pour compléter cette introduction, je vais vous faire quand même une rapide précision sur la méthode employée, les documents présentés lors de cette conférence. La Cinémathèque française dispose d'un fonds exceptionnel d'archives privées et professionnelles des Epstein, 456 dossiers, 99 boîtes. Le fonds concerne principalement l'activité professionnelle d'Epstein, des 2 Epstein. Concernant Marie Epstein, le fonds rend compte de son activité de scénariste et de co-réalisatrice des films avec Benoît Lévy, puis de son activité au sein de la Cinémathèque de 1954, finalement jusqu'aux années 90, époque où elle a consacré une grande partie de son temps à gérer la carrière post-mortem de son frère. Il s'agit d'archives scénaristiques, de production, de tournage, de distribution, ainsi que de nombreuses archives sur la carrière. On trouve également des archives concernant la musique de film, des archives des écrits sur le cinéma et les écrits littéraires de Jean Epstein. Elles sont très abondantes. Il y a aussi un fonds photo relativement exceptionnel, notamment les albums. Ce sont des curieux documents mélangeant souvenirs de tournage et vie privée. J'ai choisi ici de vous faire une petite animation de plusieurs photos qu'elle réalise au seuil des années 20, vraisemblablement quand elle veut devenir actrice. Vous pouvez éviter de vous endormir aussi. Les archives administratives. Le but de cette conférence était aussi de retracer le parcours de Marie Epstein au sein de la Cinémathèque. Moi, ça m'intéressait particulièrement au titre de collègue. Son apport dans l'histoire du traitement des archives films et de la restauration sera abordé par Marie Frappin en seconde partie, donc je ne vais pas trop m'y attarder. Mais pour préparer cette présentation, j'ai réalisé une petite enquête auprès de collègues ou collaborateurs de Marie Epstein. Je voudrais les remercier. Bernard Martinan, Marianne de Fleury, Alberto Del Fabro, Valdo Knobuller, Daniel Kenze, Dominique Paini, Laurent Manoni, Joël Der, Gaël Vidali et Emmanuel Berthaud. J'adresse aussi une pensée toute particulière à Bernard Eisenstadt. Les histoires de cinémathèque, et en particulier pour les collections films, sont des histoires de personnes. D'ailleurs, on cite souvent, pour une période de traitement, de restauration, on la dénomme souvent par la personne en charge de l'activité à cette période. Les tirages Langlois, les tirages Marie Epstein, René Lichtig, Vincent Pinel, Bernard Martinan, Claudine Kaufmann, Camille Blovélins ou Céline Rivaud aujourd'hui. Epstein est un nom familier, il sonne à l'ensemble des équipes de la Cinémathèque, de la compta à la direction générale, en passant par la photo ou la programmation. Epstein, c'est l'un de nos marronniers.
On n'en a jamais fini. Aujourd'hui, c'est le tour de Marie Epstein. Il existe peu d'hommages à ce jour. Le premier a été organisé en Italie, à Florence, en 82, par Esther de Miro, lors d'un festival de films de femmes. Puis un second en 91, donc en France, à Créteil, lors du festival de films de femmes par Ginette Vincendo. Et donc aujourd'hui, en 2016, à Bologne, par l'entremise de Marianne Lewinsky et de Trovato. Il faut préciser que Marie Epstein a toujours refusé que l'on associe sa carrière à celle de son frère ou à celle de Benoît Lévy. Elle n'a jamais voulu participer directement à un hommage associé. Je vous présente quand même la photo qui est là. C'est une photo prise en 1985 d'un conseil d'administration où Marie Epstein était présidente d'honneur. Certains se reconnaîtront. Le but de cette conférence était aussi, évidemment, de travailler à recenser les dates connues et à commencer un travail en forme d'astéroïde. Je voulais créer des graphiques qui seront certainement republiés sur Internet via le site de la Cinémathèque. On n'en a jamais fini avec Epstein. Donc en chiffres, il y a donc 4 parties des histoires de vie: l'actrice, la scénariste, réalisatrice et l'archiviste. En quelques chiffres, donc elle a eu un grand rôle, donc fidèle, 3 apparitions, 9 scénarios originaux, 10 découpages d'adaptation, 12 films en qualité de co-réalisatrice. 30 ans à la Cinémathèque française en qualité de responsable du service technique. Elle a aussi constitué le fonds d'archives Epstein. Elle s'est occupée de la diffusion de la filmographie et de la restauration d'Epstein en qualité d'ayant droit, établi les premiers liens avec les États-Unis, le Japon et les milieux universitaires. Richard Abel, David Orwell, Sandy Fitterman Lewis ou Deleuze en France. Elle a aussi mené un travail éditorial remarquable en 1972. Elle était vraiment éditrice des écrits Jean Epstein avec Pierre Lecoumont, puis L'Herminier chez Segers. Donc, en tant qu'actrice, il y a un grand rôle qui est donc Fidèle, où elle interprète un personnage à la Todd Browning. Elle joue une infirme, maltraitée, sans âge, mais son personnage est crucial dans le dénouement. On ne sait pas ce qui s'est produit pour qu'elle n'ait plus de rôle important après. En tout cas, elle a fait de la figuration intelligente, pour citer Epstein. Donc dans Mopra, l'auberge rouge. Dans Mopra, elle joue le rôle d'une petite curieuse qui est tout à fait extraordinaire. Donc, en termes de réalisation, cinéaste, un film qui ne sera pas montré car Marie Epstein s'oppose à la diffusion de l'affiche, donc film réalisé pour Albatros par Jean Epstein en 1924. La rencontre avec Albatros est décisive pour les deux Epstein. Epstein raconte: ma sœur avait écrit un scénario proposé à Albatros qui avait été retenu et même acheté. Donc c'est important de voir que c'est par Marie Epstein que Jean Epstein rencontre Alexandre Kamerka. C'est le scénario de l'affiche. Comme j'accompagnais ma sœur pour des discussions de droit d'auteur, Kamerka m'a dit après tout: vous pourriez peut-être mettre en scène ce film. J'ai été ainsi en rapport avec Kamerka puis Mosjoukine. Or Mosjoukine n'avait pas de metteur en scène et on m'a dit: au lieu de faire l'affiche, faites donc le Lion des Moghols. Le scénario était Mosjoukine et le découpage de moi. L'affiche est un film intéressant. J'avais envie de vous lire la toute première scène écrite par Marie Epstein, qui peut retrouver des échos après dans ses intentions de film avec Benoît Lévy. Donc extérieur 1, dans la banlieue classique de Paris, banlieue ouvrière, grise, triste, par un jour sans soleil et sans gaieté, des toits, des murs et des cheminées d'usine. De grandes maisons à petites fenêtres, sans élégance, des ateliers. Le gazomètre, bistrot de 3e catégorie. Lourds camions, les fumées couvrent le ciel. Dans ce décor, un atelier où l'on manufacture des fleurs artificielles pour modistes. Vue extérieure avec une enseigne. Plus loin, les mains de Marie travaillant adroitement et vite, son visage attentif. Ses mains, son visage. Marie en plan américain travaillant. La contremaîtresse passe dans le dos de Marie, surveillant son travail sans bienveillance. Vue d'ensemble dans ce coin d'atelier, c'est-à-dire de la table. Bientôt, toutes les têtes se tournent vers l'horloge de l'atelier qui est tout mûr. L'horloge marque midi. Marie Epstein est une véritable détonatrice de fiction pour Benoît Lévy. Ils ont donc collaboré entre 1924 et 1950. Ses thèmes fétiches seront la maternité, les choix de vie, particulièrement en tant que femme, l'abandon. Elle est spécialiste des scènes avec les enfants, notamment dans Ginny ou la maternelle.
La maternelle est le premier film français distribué sur Broadway. C'est un succès mondial. Il existe notamment une très belle copie à la George Eastman House. Je vous ai mis en relation deux documents, l'affiche de la maternelle, qui est l'un des premiers rôles de Madeleine Renaud, notable, et un courrier avec Truffaut, où Marie Epstein lui écrit, donc, en 1959, qu'elle veut voir Les 400 coups. Il y a une réponse de Truffaut qui, bien évidemment, l'invite à venir voir son film. Son travail d'écriture et sa participation à la réalisation témoignent d'un engagement social, d'une vision subjective, d'un cinéma, comme on dit, fidèle à la vie. Marie Epstein, objet pionnier des études gender, est l'une des rares femmes à écrire et réaliser au seuil des années 30. Ses histoires mélodramatiques et simples se préoccupent de maternité, de mère courage et de direction d'enfants, comme je l'ai dit. J'aimerais dresser vite fait resituer un contexte de production. Dans les années 30 en France, seules 3 femmes signent en tant que réalisatrices, Marie Epstein, Solange Bussy et Marguerite Vielle. Ce sont vraiment des personnes à déterrer et à réétudier. Il est nécessaire aussi de rappeler qu'en France, dans les années 70, il semble que c'est le pays où le nombre de réalisatrices est le plus important proportionnellement. Mais également, paradoxe encore, le pays où les femmes cinéastes sont les plus réticentes à se revendiquer. J'ai beaucoup insisté pour qu'on nous montre ce film inconnu, aujourd'hui, Liberté surveillée, où Marie Epstein va donc adapter un texte avec Colette Audry. Colette Audry, c'est la sœur de Jacqueline Audry, soit dit en passant, une personnalité cinéma qui n'a pas encore retenu l'attention qu'elle mérite. Cela reste une piste intellectuelle à creuser. Le scénario de Liberté surveillée donc, est travaillé avec Marie Epstein, Colette Audry et Henri Esner, une autre figure intellectuelle communiste qui apparaît notamment au générique de Celui que nous aimons le plus, film offert à Staline par le Parti communiste. Il faudrait dessiner une mise en perspective chronologique de l'itinéraire de Colette Audry et s'interroger sur la construction de ses identités professionnelles, enseignante, femme politique, écrivaine et féministe. Colette Audry représente le devenir d'une intellectuelle du XXe siècle dans un contexte où l'accès des femmes au pouvoir restait encore problématique. Enfin, archiviste. À la Cinémathèque française, entre Lotte Eisner et Marie Merson, on peut dire que Marie Epstein est la 3e parc, certainement Décima, celle qui déroule le film et le met sur le fuseau, et l'analogie avec son poste de travail, la Mauritone, est immédiate. Je vous montre ici une autre photo de cette soirée en hommage à la Fédération des ciné-clubs en 1965 à Chaillot, une rare photo où on voit Marie Merson, Henri Langlois, Marie Epstein et Jacques Robert. Langlois lui confie le service technique après son embauche en novembre 1953. Elle sera en charge de l'inventaire. Il reste une trace notable, les grands cahiers noirs, qui est sa conviction pour répondre aux nombreuses attaques gestionnaires. Et la majeure partie des sauvegardes seront assurées par elle. Elle va suivre les plans successifs financés par la tutelle, soit une action primaire de contre-typage, de copie nitrate, et parfois des travaux de reconstruction et de remontage. Elle va accomplir ce travail jusqu'en 1977, ou plutôt 1983, après avoir formé René Lichty, que vous voyez ici sur cette photo. Elle restera en contact constant avec la Cinémathèque jusqu'à sa mort. Elle est présidente d'honneur dans les années 80. Elle donnera son accord pour la republication de Bonjour Cinéma à Païny, et elle assurera aussi la diffusion des films d'Epstein aux côtés d'Alain Marchand et de Dominique Païny. Ses premiers travaux seront de Sauver la roue, Napoléon, les films Lumière, en relation avec les laboratoires Boyer, de 61 à 78, et bien entendu la filmographie d'Epstein. Marie Epstein a été embauchée pour plusieurs raisons, à mon avis. Son expertise de film, son nom, et ses connexions dans le monde du cinéma. Elle complète le casting de luxe et des représentants du cinéma constitué par Langlois dans les années 60, Musidora, Marie Merson, veuve de Lazare Merson, F. Francis, que vous voyez ici avec le manteau blanc, Louis Gaumont, fils de Léon Gaumont, que vous voyez caché derrière F. Francis, Simone Cotence, sœur de Brunus, celle qui lèche le pied dans l'âge d'or de Buñuel, Françoise Jaubert, fille de Maurice Jaubert. A noter qu'elle aura pour assistante la veuve d'Alphonse Gibori, un opérateur chez Éclair en 1914, puis chez Pathé, quelqu'un de renom. Une partie de cette équipe assure la constitution d'un réseau important de donateurs et d'une commission de recherche historique recueillant des témoignages précieux des premiers temps du cinéma. Sur cette photo également,
Alain Martinon se reconnaîtra. Bernard Martinon, pardon, ici. Il s'agit d'une photographie qui a été prise à un pot de départ dans les grands salons de Courcelles dans les années 60. Oh, pardon, je me suis trompée de sens. Non. C'est bon. Évidemment, je n'ai parlé. Elle va vraiment dresser la nomenclature du fonds d'archives film et non-film Jean Epstein, à une époque où la conservation n'avait pas encore de règles à la Cinémathèque française. Marie Epstein a assisté à énormément de tournages de son frère. On n'a pas de traces exactes des films, mais elle assurait une parole, en tout cas, sur les traces et les tournages. En tout cas, c'est grâce à son action de sauvegarde que nous pouvons voir les films d'Epstein aujourd'hui. C'est aussi à cause d'elle que nous ne pouvons voir l'affiche ou la châtaigne du Liban qu'elle interdit de diffuser. Nous ne connaissons pas exactement les raisons de l'interdiction de projection de ces deux titres. Pour finir et passer la parole à Marie Frappa, je vais vous proposer un extrait issu du documentaire coproduit par la Cinémathèque et Bathysphère. Il a été réalisé en 2011 et je ne pouvais pas finir sans inviter un petit peu Marie Epstein à compléter son portrait. Donc ce film a été réalisé par James Schneider et s'intitule Jean Epstein, Young Ocean of Cinema. Le point de départ était les films bretons d'Epstein, mais il s'agit davantage d'un documentaire historique sur Jean et Marie. Les images où Marie Epstein intervient proviennent des rushs tournés par Mado Le Gall pour son film Terre Magie en 88. Nous aurions beaucoup aimé vous montrer ce documentaire dans son intégralité, car il propose un travail remarquable de valorisation de nos archives. Mais vous pouvez le retrouver dans le coffret DVD que la Cinémathèque a publié avec Potemkin il y a 2 ans. Voilà, maintenant à l'extrait. Moi, je suis particulièrement reconnaissant lorsque j'ai commencé à faire un film sur le Niger, juste après la guerre. J'avais un seul livre à la main que j'ai lu pendant tout un voyage de 9 mois sur le Niger, et qui était de Jean Epstein, qui s'appelle L'intelligence d'une machine. Il parle du cinéma en disant que la machine est elle-même un personnage hanté, qui est capable d'inventer. Ce n'est pas un robot. C'est plus qu'un robot, c'est intelligent. Et c'est intelligent en ce sens que elle peut être un œil mécanique, et à ce moment-là on ne parlait pas encore de l'oreille électronique, mais ça peut être un œil mécanique et qui change complètement notre vision du monde. Il était obsédé par Edgar Poe, il s'en est délivré dans la chute de la Maison Michel. Il a été obsédé toute sa vie par la Bretagne et l'océan, il s'en est délivré dans ses films marins. Mais le cinéma n'était pas seulement pour lui une délivrance, c'était une raison de vivre. Parce que, disait-il, ce qui importe, c'est de vivre davantage, de découvrir toujours, du vu dans le non-vu, de l'audible dans le non-entendu, du compréhensible dans le non-compris, de l'aimable dans le mal-aimé. Et tout cela, il le découvrait, il l'attendait de tout art, mais surtout et avant tout du cinéma.
nom était juif, Jean Epstein. Pendant la guerre, de tous les génériques, le nom de mon frère était coupé. Ça, c'est une question d'occupation des Allemands. Et je profite de cette occasion pour dire une chose, c'est que si des films comme La chute de la maison Usher, L'or des mers, Finistère sont encore visibles et existent, c'est grâce à Henri Langlois avec la Cinémathèque, parce qu'il les a cachés pendant la guerre, sans ça les Allemands les auraient détruits. Donc, en guise de conclusion, donc comme vous avez entendu, vous avez peut-être reconnu Jean Rouch intervenait au début de cet extrait, puis Marie Epstein. Donc les images dataient de 88, 87, 88. En 1940, les Epstein sont radiés de l'approbation cinématographique par la préfecture de police. Leur domicile de Viroflay, qu'ils occupaient depuis 1926, est réquisitionné puis pillé par les Allemands. En 1944, ils sont arrêtés par la Gestapo, puis relâchés par l'intervention de la Croix-Rouge et également d'Oran de Mazis. Oran de Mazis avait joué en 1939 dans Feu de paille de Benoît Lévy et Marie Epstein, d'après un livre de Henri Troya. Cette source, Oran de Mazis, provient des archives de production du film de Mado Local, donc qui date de 1988. Je finirai par c'est un petit peu trop rapide, il faut montrer mes dernières images. Je finirai par une lettre de 1943 envoyée par Langlois à Marie Epstein. Il faut se souvenir que les Epstein sont membres fondateurs de la Cinémathèque française dès 1936. Les bureaux de Benoît Lévy étaient rue Troyon, juste en face des parents de Langlois. Donc Langlois passait souvent dans les bureaux de Benoît Lévy. Ils se connaissaient donc depuis très longtemps. Donc, je vais commencer la lecture et puis après vous aurez cette première page. Chère mademoiselle, donc Paris, le 18 septembre 1943. Chère mademoiselle, mes amitiés à votre frère, je regrette vraiment d'être passée il y a un mois à Vichy sans réussir à avoir votre adresse et sans avoir eu la chance de vous rencontrer. Enfin, René Jeanne vient de me la communiquer et je m'empresse de vous écrire. Hélas, rien ne vaut une bonne conversation. J'aurais tant de choses à vous dire. 6 juin, une liste des films que j'ai réussi à préserver de la destruction. Tout film hors d'exploitation doit, en principe, être envoyé au pilon. Je pense que vous la reconnaîtrez. Je ne suis pas fâchée de pouvoir y ajouter Pasteur, Auberge Rouge, Cœur Fidèle, La Belle Nivernaise, La Montagne Infidèle, Le Lion des Mongols, Robert Macaire, L'Affiche, etc., etc. Je vous laisse lire. Donc j'ai pu protéger le négatif ou une copie. Pour La Glace à 3 faces et 6,5-11, il se trouve parmi les films saisis au SCA. Ils doivent en principe m'être retournés et je les attends patiemment et avec un certain calme car ils se trouvent entreposés de l'autre côté de ma rue. En effet, rue Troyon, il n'y avait pas seulement les bureaux de Benoît Lévy mais aussi un stock et c'est grâce à Germaine Dulac que ces films ont été entreposés. Je peux donc les surveiller de très près. Ainsi, bon gré mal gré, plutôt malgré, nous sommes arrivés à maintenir notre existence. Le résultat en est 20 000 films sauvés. On ne le sait pas car nous n'aimons pas la publicité actuellement. Mais c'est fort joli. Et toujours, bon gré mal gré, nous sommes subventionnés et je suis sur le point de commencer les démarches de la reconnaissance d'utilité publique. J'ai associé cette lettre à une photo de vacances tirée des albums personnels des Epstein. Elle a vraisemblablement été prise aux alentours de 18-19 dans le sud de la France. Comme le dit Langlois, les humains sont sauvés, mais les copies aussi. Après un vague projet d'immigration aux USA, sous l'influence de Benoît Lévy, Marie Epstein va finalement rester en France, à côté de son frère, et va accepter un poste d'assistante d'administration de production pour l'édition française cinématographique.
Ils vont produire ensemble le projet à épisode Ballet de France. Marie Epstein est embauchée en novembre 1953 à la Cinémathèque, elle y passera tout le reste de sa vie. La boucle est bouclée, donc je laisse maintenant la parole à Marie Frappin. Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Je dois dire que lorsque Émilie Coqui et Joël Der m'ont proposé de m'associer à cette rétrospective sur Marie Epstein, j'ai tout de suite été très enthousiaste. En fait, comme j'ai beaucoup travaillé sur les institutions, sur les techniques et sur les films en particulier, dans le cadre de mon travail de thèse sur l'histoire de la restauration des films, j'ai en fait tout de suite été enchantée par, c'est rappelé en fait tout à l'heure Marianne Lewinsky, par l'idée de me centrer désormais davantage sur une personne pour mettre davantage en lumière ces personnages, ceux qu'on peut véritablement appeler les personnages de cette histoire. Alors, Marie Epstein apparaît souvent comme aux origines, à la Cinémathèque française, d'une sorte de filiation féminine qui, en remontant depuis Céline Rivaud, donc l'actuelle directrice des collections de films, passerait par Camille Blovelens, Claudine Kaufmann, René Luchtig, et qui irait donc avant elle jusqu'à Marie Epstein. Elle est ainsi régulièrement considérée comme la première restauratrice de la Cinémathèque française. Je cite par exemple Laurent Manoni dans son Histoire de la Cinémathèque française. Et puis dans d'autres publications aussi, on peut lire, dans d'autres publications, notamment sur Jean Epstein, on peut lire qu'elle est la première experte et restauratrice de films. Alors, dans la proposition que me faisait la Cinémathèque française, il s'agissait donc de compléter, vous l'aurez compris, le portrait de cette femme aux multiples facettes, comme vous l'a montré tout à l'heure Émilie Coqui, par un pan davantage centré sur son travail de restauratrice. Et il s'agissait même de se demander si on pouvait dessiner les contours d'une méthode Marie Epstein en matière de restauration. Alors, c'était un vaste programme. Donc pour ce faire, j'ai eu la chance, donc Émilie l'a rappelé tout à l'heure, à partir de quel document on a préparé cette conférence. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir accès, donc en plus du fonds Jean et Marie Epstein, qui est facilement accessible à la Cinémathèque française, j'ai eu accès donc à plusieurs boîtes des archives administratives de la Cinémathèque française. Je précise d'ailleurs que toutes les photos de ma présentation sont issues des fonds de la Cinémathèque française. Alors, dossier d'archives, liste de films à n'en plus finir, mémos divers, échanges avec les laboratoires, factures, bons de commande, bons de livraison, courrier, échanges avec les utilisateurs extérieurs. Je dois avouer que j'ai pas été loin de me perdre dans cet immense fonds archivistique, dans cette immense masse documentaire. En tout cas, je m'y suis plongée avec grand bonheur pour aller déceler les traces de ce que je proposerais d'appeler, de façon un peu lâche et générale, mais plutôt intervention sur les films plutôt que restauration à proprement parler, parce que donc à l'époque qui nous intéresse, le terme de restauration est encore en voie de définition. Donc je me suis plongée dans ce fond pour déceler les traces de ces tirages, sauvegardes, montages, sonorisation, reconstruction. Alors je précise aussi que j'aurais vraiment voulu compléter ce travail par une expertise en fait de davantage d'éléments film, mais malheureusement tout simplement le temps m'a manqué, mais j'estime que c'est encore un travail en cours. Et donc ce que je vais vous présenter est une première ébauche, donc encore des questions comme disait Émilie tout à l'heure, une première ébauche de résultats de ces recherches, et je suis sûre qu'elles feront écho à ce qui se pratiquait ailleurs, donc à la même époque, voire encore dans une certaine mesure et sous des formes différentes
se pratique aujourd'hui. Alors, avant d'aborder cette question plus précisément des tirages, je voudrais revenir donc légèrement en arrière et évoquer de nouveau à la suite d'Émilie le travail plus généralement d'archiviste de Marie Epstein, car c'est ce qui ressort avant tout de la consultation de ces archives papier. L'écriture, vous en avez des exemples ici, l'écriture de Marie Epstein se retrouve donc absolument partout, sur tous les dossiers, sur tous les carnets, toutes les listes manuscrites, tapuscrites, annotées, refaites, re-refaites, corrigées. Enfin, vraiment, sa main est partout. Et puis alors, on voit que en plus son écriture est assez aisément reconnaissable. Donc on voit qu'elle classe, au quotidien, elle classe, elle inventorie, elle reclasse, elle réinventorie. Elle fait des calculs aussi dans tous les sens. Je voulais vous mettre une petite photo de petits brouillons de calcul pour calculer et estimer les frais de tirage. Ça, il y en a énormément. Mais ils sont tous conservés. Donc elle ne conserve pas seulement la facture, elle conserve aussi les notes qu'elle a prises au téléphone quand elle était avec les laboratoires. Donc pour évaluer les frais de tirage des copies, par exemple. Et elle garde absolument toutes les versions et tous les brouillons de tous ces documents en plusieurs exemplaires. Alors, à ses débuts à la Cinémathèque, donc à partir de 1953, elle s'occupe aussi donc, des documents graphiques. Elle ne s'est pas occupée que des documents papier et des films, elle s'est aussi occupée des affiches et des décors, dans un premier temps, donc, aux côtés de Musidora et puis bien sûr aux côtés de Lotte Eisner. Lors du déménagement aussi de Courcelles, elle identifie les cartons d'archives et de documents, avec de longues listes détaillées avec tout ce qui se trouve dedans. Et puis bien sûr, elle s'occupe des archives de son frère, Jean Epstein, et travaille activement à la publication de ses écrits. Enfin, bien sûr, elle s'occupe des films, donc elle les inventorie. Sur ces petits cahiers, alors là vous avez un exemple de petits carnets, des cahiers brouillons Clairefontaine. On en retrouve dans de très nombreuses boîtes, donc où elle fait comme ça des listes et des listes et des listes et des listes. Émilie a fait aussi une présentation, une slide, une diapositive avec ce genre de document tout à l'heure. Et donc elle identifie aussi les différents types d'éléments dont il s'agit, bien sûr, négatif, son, image, contre-type, marron, nitrate, safety. Elle détermine leur provenance, elle détermine leur emplacement, armoire, couloir, étagère. Elle compte le nombre de boîtes, elle les recompte, elle les re-recompte, elle traque les boîtes manquantes. Il y a beaucoup de listes comme ça où on voit annoter avec de sa main en rouge, manque, telle volume. Voilà. Mais tout ça, bien évidemment, fait écho à ce qui se passe encore actuellement. Les archivistes sont confrontés à de la matière, à des trous, à des lacunes, à combler des trous, à aller traquer tout ça. Donc elle est chargée du service technique, Émilie l'a rappelé tout à l'heure, du service technique, du tirage et du montage des films. C'est-à-dire que c'est elle qui prépare les éléments, c'est elle qui est directement en contact avec les laboratoires. Elle échange donc avec eux, elle établit les bons de commande, elle vérifie que les factures sont réglées. On voit de sa main marqué réglé sur les factures. Et elle suit aussi donc, bien sûr leur travail en contrôlant la qualité des tirages effectués en lien avec Henri Langlois, à qui elle envoie aussi d'innombrables mémos. Alors le travail s'effectue avec différents laboratoires, donc autour de la Cinémathèque. Enfin, la Cinémathèque confie ses travaux à différents laboratoires. Dans ces années-là, donc on retrouve LTC, on retrouve DEMS, j'en ai tout à l'heure, SIM, Tirage 16, et il y a une collaboration toute particulière qui se met en place avec donc, le laboratoire Boyer à Redescend, c'est-à-dire à côté de Nîmes, dans le Gard, dans le sud de la France, dans les années 60 et 70. Alors elle fournit bien sûr donc, au laboratoire des indications techniques, des précisions, par exemple sur les fils à effectuer pour les tirages d'extraits. Ça on le retrouve de plus en plus souvent en fait, dans les archives au cours des ans, avec
avec bien sûr le nombre grandissant de demandes d'extraits pour des documentaires ou pour des projets télévisés par exemple. Mais les échanges bien sûr se font aussi dans les deux sens, c'est-à-dire que l'expertise des techniciens est régulièrement sollicitée. Et puis les laboratoires on fait appel à tel ou tel laboratoire aussi un petit peu selon ces domaines d'expertise. Donc par exemple le laboratoire DEMS est surtout contacté pour effectuer certaines opérations spéciales de nettoyage, donc relavage, repolissage, déshuilage, regonflage. Par exemple, une petite note en 1963, on voit que la bobine finale du Pirate Noir est, je cite, donc, traitée par DEMS à titre d'essai, c'est-à-dire relavée et repolie sur le support seulement, on n'a pas touché à la gélatine. Et Marie Epstein écrit à Jean-Paul Boyer, de l'autre laboratoire à Redescend, avec qui elle est en contact donc, depuis 1960. Elle lui écrit « Comme ce film est destiné à être contre-typé par vos soins, j'aimerais que vous me disiez si ce traitement vous paraît souhaitable et s'il ne risque pas de pâlir l'image déjà très pâle. Si vous jugez le traitement souhaitable, renvoyez-moi la bobine pour que je fasse traiter tout le film aussitôt. Si au contraire vous jugez préférable de ne pas le faire garder la bobine. Je ne vais pas réussir à imiter Marie Epstein, par contre quand je vais la citer, j'ai pas l'accent polonais. Je pourrais essayer. J'ai pas travaillé ce côté de la présentation. Alors l'expertise de Boyer, bien sûr, est souvent sollicitée, par exemple on voit par exemple sur les 2 négatifs des nouveaux messieurs en 1961, il fait, comme ça il y a plusieurs fiches techniques que Boyer établit donc à la demande de Langlois et de Marie Epstein sur les films. En 1961, donc il fait une expertise et il en conclut donc, que les 2 négatifs ont du retrait. L'image présente quelques altérations de densité par court passage, mais dans son état général actuel, à ce jour, les 2 négatifs sont encore tirables. Mais alors, au fil des ans, en fait, et de la correspondance avec les laboratoires, on sent que Marie Epstein, en fait, prend un peu de l'assurance, elle s'affirme. Elle va plus facilement souligner par exemple un manque de fixité, ou alors elle va, toujours de manière très courtoise, mais elle va vouloir essayer de comprendre pourquoi, par exemple dans le document qui est à droite, pourquoi les visages de cette copie 16 sont tellement blancs qu'on ne les voit plus. Elle souhaite qu'un étalonnage soit revu ou qu'un recadrage soit vérifié. Est-ce que ça vient de la copie, est-ce que ça vient vraiment de la copie d'origine, ou est-ce que ça a été, c'est apparu au moment du tirage? Peut-être que là ça pose quand même un problème sur le travail du laboratoire. Plus tard, en 1974, là on voit un exemple où elle s'étonne en fait de la différence de densité entre 2 copies tirées 2 années de suite, donc du film de L'Herbier de Feu Mathias Pascal. Et donc pareil, elle voudrait comprendre pourquoi cette différence entre ces 2 tirages. Donc on voit qu'elle a aussi des échanges téléphoniques, tout ne passe pas forcément par courrier, donc il y a aussi des échanges téléphoniques. Et puis enfin, quand Laure Boyer prendra la suite de son mari, après le décès de celui-ci, Laure Boyer sera aussi très en demande d'avoir l'avis de Marie Epstein sur tous les tirages effectués. Bref, on voit dans tous ces articles que Marie Epstein, l'œil de Marie Epstein veille vraiment très attentivement sur tous ses travaux, mais c'est avant tout une relation vraiment très, très respectueuse, de grande confiance qu'elle noue avec les laboratoires. À tel point d'ailleurs que Jean-Paul Boyer, notamment, souhaiterait lui faire des cadeaux. Là, il s'agit du règlement, en fait, de Marie Epstein règle le tirage d'une copie de La glace à 3 faces. C'est en 68, et Boyer lui renvoie son chèque avec 3 cœurs découpés dans son chèque. Donc finalement, Marie Epstein lui réglera quand même cette copie parce qu'elle a eu des financements par ailleurs, donc elle ne peut pas garder pour elle des financements qu'elle avait par ailleurs. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu quand même la relation d'amitié qui se noue à ce moment-là. Alors
Alors dans les années 60, elle est chargée du suivi des plans de tirage permis, des grands plans de tirage permis grâce au crédit affecté par la tutelle à la Cinémathèque française dans le cadre du 4e puis du 5e plan économique et social. Donc c'est elle qui va être chargée de tout ce suivi. Mais on sait que les problèmes avec la tutelle, justement au sujet du suivi de ces tirages, parmi de nombreuses autres raisons, vont faire que les relations donc, entre l'État et la Cinémathèque vont se tendre et aboutir au divorce que l'on sait en 1968. Alors, dans ces années, l'un des grands projets dont elle assure à cette époque le suivi, c'est le tirage de nombreux incunables, en fait. Parmi ceux-ci, il y a les films d'Albert Kahn, par exemple, avec Boyer. Là, c'est le tirage de ces incunables, de ces documents très rares, se fait toujours avec Boyer. Le tirage des films d'Albert Kahn, le tirage de certains films Gaumont, mais surtout le tirage des négatifs lumière. Donc là, vous avez un document de Boyer. Ces tirages donc, sont effectués par Boyer grâce à un travail technique très, très délicat qui permet donc, de transférer les négatifs, qui sont ce que vous voyez donc à gauche, bien sûr les négatifs lumière avec des perforations uniques rondes, transférer ces négatifs sur de la pellicule positive standard. Ce sont tous ces tirages qui vont permettre, tous ces transferts qui vont permettre donc, de rendre visible et projetable, donc dès les années 60, le catalogue Lumière, dont en fait ne circulaient plus que quelques vues, un peu toujours les mêmes, dans différents documentaires. Alors, le catalogue Lumière, mais en fait surtout, ces vues ont surtout circulé dans différents montages qui sont réalisés à la Cinémathèque par Langlois avec le concours de Marie Epstein. À l'occasion du centenaire de Louis Lumière en 64 et du 70e anniversaire de la naissance du cinématographe en 65, ces montages sont projetés à Cannes, Venise, Berlin, puis San-Sébastien, à Acapulco et dans de nombreux pays. Donc, sur certains de ces montages, on peut voir directement la main de Marie Epstein, par exemple ici en amorce, et je pense que c'est aussi elle qui écrit le numéro, c'est le numéro du catalogue dans les manchettes. Ces tirages aussi servent de base au film de Marc Allégret, Lumière, en 1966, ainsi qu'au film de Romer pour la télévision scolaire. Donc deux films qui fonctionnent sur des dispositifs complètement opposés, mais qui reprennent en fait les mêmes vues. Marie Epstein est créditée d'ailleurs discrètement au générique de Marc Allégret, à la collaboration technique. Alors, un autre type de montage est effectué par Marie Epstein, qui s'apparente là pour le coup à de la reconstitution, voire de la reconstruction, le montage des films muets. Elle s'en explique dans un entretien avec Lucien Patry en 1980. Donc elle dit « Langlois m'a chargé du service technique, c'est-à-dire des rapports avec les laboratoires, des nouveaux tirages et des reconstitutions de montage. » Donc elle explique en fait que les négatifs des anciens films muets, ce que vous savez sans doute, même en noir et blanc, étaient teintés suivant les scènes et ensuite regroupés donc selon les différentes teintes. Ce qui fait que donc, le positif, une fois tiré, il fallait reconstituer le montage, car une scène bleue de nuit pouvait très bien être coupée par une scène d'intérieur de toute autre teinte. C'est d'ailleurs un travail passionnant de voir l'histoire du film se retracer peu à peu. Alors Lucien Patry lui demande comment vous y preniez-vous pour retrouver le fil conducteur d'une histoire que vous ne connaissiez pas toujours. Donc elle explique, quand les négatifs bien conservés ont des numéros de montage, il n'y a qu'à les suivre, et c'est très facile. Mais souvent, il n'y a pas de numéro. Dans ce cas, il faut voir et revoir le film tel qu'il a été tiré en désordre jusqu'à ce qu'on arrive à en reconstituer l'ordre. Et puis, il y a les raccords qui peuvent vous guider. Parce qu'à cette époque, on respectait beaucoup les raccords.
Donc c'était une règle d'or, il fallait absolument le respecter et les raccords pouvaient guider le montage. Maintenant, ça n'a plus aucune importance. À part ça, le montage, c'est une question d'instinct. Ça colle ou ça ne colle pas, on le sent. Alors plusieurs choses sont intéressantes dans cette citation. Donc le montage qui serait une question d'instinct. Émilie Coqui, en fait, tout à l'heure, citait Marie Epstein, se résumant en un seul mot, cinéaste. On peut penser en effet que là, son travail de reconstitution des films muets se trouve là, en effet, dans le prolongement de son travail de créatrice, de scénariste et de réalisatrice. Par ailleurs, les manques aussi sont intéressants à souligner. Il est question de teinte dans cette citation, mais il n'est pas question de les reconstituer. La couleur en tant que telle ne semble pas particulièrement intéresser Marie Epstein, comme d'ailleurs dans de nombreux centres d'archives à l'époque. Elle n'est pas la seule. L'intérêt pour la reconstitution des couleurs ne s'imposera donc que plus tard, avec quelques essais dans les années 80 et surtout la mise en place de la méthode Desmet et toutes les recherches associées dans les années 90. Alors, il est intéressant aussi de voir qu'elle ne fait pas allusion à la documentation non-film qui pourrait guider son intervention de reconstruction. Il semble pourtant qu'elle s'en soit inspirée dans certains de ses travaux. Selon Georges Mourier, que je remercie chaleureusement pour les informations qu'il m'a fournies, elle aurait travaillé à reconstituer avec Langlois dès 1953 le Napoléon de Gans, en combinant donc des différents éléments de différentes sources et en effectuant des sauvegardes et des matériaux d'époque et en suivant une liste de séquences sans doute inspirée du scénario publié chez Plon en 1927. Pour La Roue, sur lequel elle travaille à la fin des années 70 et au début des années 80, elle a aussi accès au scénario manuscrit de Gans chez Nelly Kaplan. Enfin, donc, que dire de son travail sur les cartons, elle les réintroduit quand c'est possible. Elle les coupe surtout pas, bien sûr, mais il reste sobre. On voit par exemple en 1963 qu'elle fait tirer les cartons de Finistère par un boyau. Elle se méfie en revanche des cartons à rallonge. Elle dit que ce sont les films qui ont besoin d'un monceau d'Antarctique pour se faire comprendre ne sont pas du cinéma muet. Dans un premier temps, quand elle réintroduit les cartons dans La Roue, c'est à minima pour faire comprendre l'histoire, c'est tout. C'est que dans un second temps qu'elle réintroduit les cartons d'origine à partir des différentes sources filmiques qu'elle a retrouvées. Alors je souligne le passage sur la Roue, j'ai malheureusement pas le temps de le développer, mais c'est un point essentiel c'est que dans sa reconstruction de La Roue, quand même, la deuxième reconstruction de La Roue, la grande nouveauté, c'est l'internationalisation de son travail avec la convocation d'éléments issus d'autres archives et notamment issus du Gosfilmophone. Alors que dans un premier temps, la Cinémathèque était plus en retrait de la FIAF et elle avait été aussi du coup en retrait aussi de certains de ces échanges qui permettaient la reconstitution de certaines copies. En ce qui concerne la musique, Marie Epstein aussi y est tout à fait favorable. Elle est loin des injonctions au silence de certains cinémathécaires de l'époque. Dans les années 50, très peu de temps après la mort de son film, elle a déjà, avec l'association folklorique Bricia Film, un projet de sonorisation de Finistère, en collaboration avec ceux qui avaient travaillé avec Epstein sur le ralenti sonore et l'accéléré dans Le Tempestaire. Mais le projet ne voit pas le jour, finalement. Par la suite aussi, pendant toutes ces années à la Cinémathèque, aux côtés de Langlois, alors j'ai pas trouvé d'autres traces de projets de sonorisation. La première, finalement, c'est après l'époque Langlois, c'est donc La chute de la maison Usher en 1979, qui a été projetée donc hier. Alors, il est possible que Jean Epstein ait eu lui-même le projet de sonoriser la chute, c'est en tout cas ce qu'elle affirme. En 1950, quand le film ressort au Studio 28 dans une copie neuve, il est accompagné en direct par Jean Wiener, mais dans le PS d'un recommandé qui date de 1951, Jean Epstein écrit « Je viens de parler avec Wiener au sujet de son projet d'enregistrement de sa musique chez vous, projet dont j'ignorais tout. Cet enregistrement est remis à une autre date et à un autre lieu, sous réserve. Pour le moment, j'interdis tout enregistrement d'une musique ou sonorisation quelconque pouvant prétendre à un rapport quelconque avec mon film La chute de la maison Usher. » Et c'est donc en 1979 que Marie Epstein, à la demande de l'émission télévisée Cinéma de minuit de diffuser le film, travaille à la sonorisation de ce film
avec le musicologue Roland de Candé, le film a été montré hier, a été projeté hier, à une illustration musicale composée de différentes musiques médiévales. L'enregistrement se fait au laboratoire LTC avec l'ingénieur du son André Combe et René Lustig, que Marie Epstein a formé pour prendre sa suite à la Cinémathèque française et crédité aussi au montage. Par la suite, cependant, Marie Epstein semble un peu méfiante à l'égard des musiques improvisées en direct, notamment quand on lit ses échanges avec les musiciens qui veulent monter des spectacles musicaux à partir de la chute, elle est un peu parfois circonspecte. Enfin, pour finir sur les questions de cadence, la chute de la maison Usher a été transposée à 24 images par seconde grâce à une technique qui consiste à dupliquer un photogramme sur 3 ou 4 pour qu'un film tourné à 18 images par seconde puisse passer sur un projecteur sonore à 24 images sans paraître accéléré. Le contre-type négatif a été, donc semble-t-il, établi dès 1963, peut-être sans doute chez Boyer, qui venait de mettre au point un système de trucage permettant ce type de transfert, tout en gardant par contre l'intégralité du cadre muet. La bande sonore n'empiète pas sur l'image, comme c'est souvent le cas. C'est ce qu'avait déjà fait un réalisateur comme René Clair, par exemple avec Entracte, il estimait que les films muets devaient tous connaître ce type de transfert. Ce type de transfert permet donc justement d'adapter les films à un nouveau contexte technologique et leur permet de passer sur les projecteurs sonores, mais aussi à la télévision. Cette adaptation à de nouveaux contextes technologiques sont des questions qui reviennent bien sûr régulièrement. Alors, Marie Epstein semble plutôt satisfaite du résultat, et quelques années plus tard, en 1986, c'est la glace à 3 faces dont le négatif est transposé à 24 images par seconde. On peut lire là la volonté chez Marie Epstein de faire vivre et de faire voir les films dans les meilleures conditions possibles, même au-delà du cercle des cinémathèques équipées en projecteurs avec des variateurs de vitesse, donc dans des salles avec des projecteurs sonores à la télévision. Donc c'est la conception d'une archiviste, certes, mais qui n'est pas assise sur ses archives et qui veut continuer à faire vivre les œuvres et à les diffuser. Si je peux juste terminer. Donc restauratrice, elle a sans doute été, si on replace en fait la restauration dans un travail global de collaboration, dans le sens où elle a supervisé tous les tirages dont j'ai parlé, tous les rapports avec les laboratoires qui, eux, se sont occupés du travail technique, dans le sens aussi où elle a été à l'origine de certains véritables projets de reconstruction, comme celui de la rue par exemple. Mais à la question de savoir s'il a existé vraiment une méthode Epstein en la matière, je pense qu'on peut répondre que non, pas vraiment, et il semble qu'elle se soit surtout emparée de cette énorme masse documentaire à laquelle elle a été confrontée donc de façon pragmatique, sans plan d'ensemble élaboré en amont, mais qu'elle a fait au mieux pour tenter d'y mettre de l'ordre, en faisant aussi avec les exigences de l'emploi qu'elle admirait, mais aussi contre lequel on sent qu'elle se rebiffe de temps en temps, de temps à autre, dans certaines lettres et certains mémoires. Aujourd'hui, d'un point de vue méthodologique, avant d'entreprendre toute restauration, mais aussi dans le travail d'historien en général, ces recherches sur les premiers tirages des cinémathèques sont devenues indispensables. Pour certains titres, ces tirages sont tout ce qu'il reste des négatifs ou des copies d'époque déposées, pour diverses raisons, et les anciennes archives, comme la Cinémathèque française, mais aussi beaucoup d'autres, sont souvent confrontées à ce problème, et il apparaît d'autant plus nécessaire de comprendre le rôle qu'ont joué des personnalités comme Marie Epstein, Henri Langlois, mais aussi des techniciens oubliés dans les laboratoires sollicités à l'époque, par exemple les laboratoires Boyer, pour comprendre comment les films, notamment dans certaines reconstructions, nous apparaissent désormais dans des copies qui sont le fruit de la sédimentation de plusieurs strates d'intervention au cours de leur histoire. Merci à Nicoki de Marie Papa. Je pense que cette conférence démontre l'importance de ce genre de travail. Je pense qu'il y a eu un manque énorme sur une écriture de l'histoire de gens qui ont créé les cinémathèques. Et donc, on a discuté avec Bernard Eisenschitz, oh mon Dieu. Il, pour longtemps, sur cette idée de, à partir de cette année, mais pas seulement cette année, donc de continuer dans les années prochaines
Lucina Ritrovato, a invité les gens qui sont en train d'étudier les différentes personnalités pour arriver à avoir une histoire des personnalités, de personnages, d'hommes, de femmes, qui ont créé l'idée qu'il faut conserver le cinéma, qui est quand même une des grandes idées du XXe siècle. Merci.